Salut tout le monde, Bertrand Godin avec vous pour Plein mon casque. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un gars qui a gagné dans toutes les disciplines, que ce soit de la Formule 125 en passant par la Formule 2000, la Formule Atlantique, l'Indy Light. J'ai la chance de recevoir mon ancien coéquipier, Claude Bourbonnais, est avec nous. Claude, toute une carrière, ça a commencé comment ça, cette passion-là pour le sport automobile? Ben écoute, j'ai toujours eu un intérêt dans les sports motorisés. Mon père avait fait de la course en motoneige, puis on avait toujours des motocross à la maison. Et je voulais faire de la course de motocross. Mon père me disait non. Puis à un moment donné, je me tenais chez Peter Dragfi qui avait des formules atlantiques. Fait que j'aimais ça, hein. Et puis il m'a dit, quand la Formule 125 a été créée, il dit, c'est ça, faut que tu fasses. Fait que pendant que mes parents étaient partis en vacances, j'ai pris mon 1000 pièces que j'avais à la banque, j'ai mis un dépôt, c'était 4000 $, mais ça prenait 1000 $ de dépôt. Fait que quand il est revenu de vacances, j'ai dit, j'ai fait ça, t'embarques-tu? Mais c'est comme ça que ça a commencé. Au-delà de ça, je dirais Gilles a beaucoup drivé. Je suivais ça pas de super près, mais on était conscient que Gilles, c'était quelque chose de gros, puis ça fait naître un rêve. T'es un gars extrêmement compétitif et ça, tu l'as eu depuis ton tout jeune âge? Ouais, compétitif quand je sais que je peux gagner. J'ai adopté l'approche de Gilles. Je pense que ça allait bien avec ma personnalité, puis j'aime pas trop les compromis. Donc, il y en a qui visent, ils sont bons en mathématiques, accumulent des points. Moi, j'aime mieux accumuler des victoires. Ça, je visais la victoire. Ça veut dire que tes parents étaient pas trop d'accord si t'as fait cette démarche-là un peu en cachette? Tu sais, en anglais, ils disent better to ask for forgiveness than to ask for permission. Avec ça, j'étais pas mal sûr que ça marchait, là, tu sais. Pourquoi risquer de se faire dire non en posant la question? Exact. Comment ils ont réagi quand ils sont revenus? C'est correct. Ouais, il a embarqué. Mon père, il a aimé ça. Il a eu du fun. On allait aux courses de 125. Puis, c'était des beaux moments, de belles années. Puis, c'était l'âge de l'innocence, hein. Heureusement qu'on n'avait pas le droit de toucher au moteur, rien, parce que moi, je connaissais rien là-dedans. On avait le choix à 3 gicleurs dans le carburateur, la pression des pneus, puis l'écartement des roues. That's it. Fait que c'était très simple, là, le guirage aussi. Fait que c'était pas trop compliqué. Il y a eu quand même de superbes batailles en Formule 125. Faut le dire, c'est un kart qui est petit, mais qui va vite. Ouais, dans ces années-là, il y avait un peu de karting au Québec, mais c'était vraiment une sous-culture. Là. Il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Ils roulaient dans des stationnements surtout. Il y avait 0 piste de karting. Et la Formule 125 est arrivée, l'idée de Gilles Boursier avec Remo Taglioni puis Francis Cardol. Et le but, c'était de former des pilotes pour les amener à faire de la formule ou quoi que ce soit, parce que c'était les voitures de type formule qui étaient populaires. Et on roulait sur les circuits, donc les circuits avec la Formule 1 à Montréal, la Sana avec l'IndyCar, Mont-Tremblant, tous les grands circuits. Donc, on était habillés en cuir comme les gars de moto parce que, évidemment, pas de ceinture dans le kart, fait que tu sois protégé. Et ça marchait, c'était bien. Ça roulait quand même 160 km/h, je pense, quand on était top speed. Fait que c'est quand même assez rapide pour des karts. Et il y avait un bon groupe avec des sacrés bons pilotes. Là, on parle de Christian Vandal, Cloutier. Je sais pas si Almeida était dans le groupe à l'époque. Je pense qu'il est arrivé 84 ou 85, Ricardo. Je pense, ouais. Et puis, il y avait Luc Forêt, Patrick Robitaille, c'était des gars super rapides aussi. Mm-hmm. Parce que le karting, bon, t'avais ton équipe ou t'avais justement une équipe qui était louée. Comment ça fonctionnait?
Bah, t'achetais ton kart et tu trouvais quelqu'un pour t'aider si tu connaissais pas ça. Fait que moi, c'était Peter Dragfield. Fait qu'il me montrait quoi faire, puis il en faisait des bouts. Puis c'était pas trop compliqué. Peter était très préventif. Fait que, tu sais, à toutes les fois, on lavait le kart au complet. Regarde les cracks sur le châssis, le moteur, check ci, check ça. Graisse tout, prête pour la prochaine course. Fait que c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, c'était une bonne école. Et ouais, c'était assez rare qu'on cassait. Là. On avait de la mécanique assez fiable. C'était bon. Quand même plusieurs victoires à ton palmarès. Et là, j'imagine qu'on s'est mis à y croire, la possibilité d'aller toucher nos rêves. Parce que bon, tes rêves à l'époque, c'était quoi? C'était quoi tes objectifs, Claude? Ah, Formule 1. Avant même que moi je suis allé à Jim Russell en 82, moi je m'en allais en Formule 1 là, dans ma tête. C'était pas plus compliqué que ça. C'est là qu'on s'en va. Fait que, finalement, j'ai tout fait sauf la Formule 1. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, ben, c'est ça. Fait que la Formule 1 était le but. Et puis de la Formule 125, il y avait Brian Malcolm qui faisait la Formule 2000, puis qui était avec notre équipe, avec l'équipe de Peter Dragfield. Et donc, j'allais aux courses en 84, Grand Prix de Trois-Rivières, tout ça. Puis là, à la fin de l'année, j'avais gagné le championnat en Formule 125. Et puis là, la transition naturelle, c'était d'aller en Formule 2000. Et Brian a acheté une nouvelle voiture, puis il nous a vendu la sienne, qui était une Reynard 82 ou 3, je me souviens plus. Donc, c'est une bonne voiture. C'est parfait pour commencer. Donc, sauter en Formule 2000, recrue de l'année la première année, puis continuer là-dedans quelques années, gagner le championnat une couple de fois. Puis après ça, la Formule Atlantique. Donc, la transition du karting à la monoplace s'est fait quand même assez facilement. Sur le plan pilotage, est-ce qu'il y a un style qu'il a fallu modifier? Parce que je te voyais aller à l'époque, t'étais vraiment spectaculaire, justement, à la Gilles Villeneuve, avec des belles glissades. Est-ce que, justement, la monoplace t'a emmené à raffiner ton style? Oui, ben plus qu'il y a de poids, plus que les mouvements de la voiture sont au ralenti. Il y a plus de poids à manager, donc il faut être plus smooth. Et la première année, la première formule que j'ai conduite était sous-vireuse toute l'année, puis je savais pas, c'était comme ça. Je m'étais adapté à une voiture sous-vireuse sans savoir qu'elle l'était. Donc, faire décrocher l'arrière, ça arrivait à haute vitesse, mais pas à basse vitesse. Et c'est Cor Heuser, qui est un super pilote hollandais, qui était avec notre équipe, qui a essayé la voiture à un moment donné à Tremblant, puis il l'a ajusté, il a relevé l'arrière, baissé l'aileron, il fait quelques tours, il dit « OK, je vais l'essayer, pas pire ». J'ai spinné 4 fois dans la première session parce que je n'étais pas habitué à ce que je tournais toujours trop parce que ça s'ouvrirait, fait que je partais en tête à queue. Mais ça adapté. Puis après ça, OK, là, tu commences à comprendre c'est quoi l'équilibre. Fait que tu apprends comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Je pense que les voitures sont peut-être un peu plus un peu mieux ajustées ou plus faciles à conduire, je sais pas, là, mais sont certainement plus rigides qu'avant avec les châssis en fibre de carbone. Et aussi, on a plus de données, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de capteur, on n'avait pas d'ordinateur. Le capteur qu'on avait, c'était nos fesses. Exactement. Puis ce que tu sentais, puis tu disais à ton mécanicien ou ingénieur, puis ce qu'il voyait, ce que les gars voyaient dans les virages. Souvent, ils n'étaient pas dans les virages, ils étaient dans le pit. Ils voyaient une voiture passer en ligne droite, ils ne voyaient pas grand-chose dans les virages. Donc, ouais, c'était à bonne franquette. Et puis, quand tu savais ce que tu faisais, c'était bien. Mais ce qui est le plus important, c'est de partir avec une voiture qui est proche de la vérité quand tu arrives au circuit. Tu peux pas partir d'une mauvaise voiture à une bonne voiture pendant la fin de semaine. Ça arrive jamais. Tu peux améliorer un petit peu. Tu peux peaufiner pour t'approcher, mais il faut que tu partes avec quelque chose de bon en partant, sinon ça marche pas. On dit tout le temps que notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. On peut rien faire pour empêcher les autres d'être rapides, mais il y en avait du monde rapide à cette époque-là. Là. On parle de 85 à 87 en Formule 2000. Oui, il y avait beaucoup de... Écoute, quand j'ai commencé en 85, il y avait des Européens, des Américains, beaucoup d'équipes américaines. Puis les Canadiens, c'était très, très, très disputé comme championnat, très fort. Et puis c'est toujours bon de rouler dans des championnats compétitifs.
Ça te pousse à améliorer. Richard Spenard était là, donc Richard, c'est un super pilote très, très, très rapide. Donc, c'est toujours, tu regardes, tu sais, qui était là dans le temps de Gilles, avec Gilles, puis il gagnait toujours, fait que c'était comme la référence. Hein. C'était le fun d'apprendre avec des gars comme ça. Mais il y avait aussi Paul Tracy. Moi, je me souviens d'un Grand Prix du Canada où ça avait brassé pas à peu près. Ouais, ben Paul, il me voyait un peu comme une menace directe. Il savait que j'étais capable de gagner, puis lui aussi. Fait que Paul, quand ça fait pas, il tape. Fait que j'avais acheté ma voiture bon pour le premier tour, mais plus pour le reste de la course. J'avais complètement décroché les barres anti-roulis. J'aurais dû laisser celle d'en avant. En tout cas, tombe premier sur le départ, mais après ça, je voyais que ça en venait, puis il y avait la nouvelle Reynard qui était la voiture à avoir. Fait que dans la ligne droite, il me dépasse. Puis là, il me tasse dans le gazon 3 fois. Là, on arrive au virage, on s'en pas en tête à queue, arrache le dessous du moteur sur le vibreur. Ça a fait pas mal de dommages. Puis, tu sais, j'étais bon peut-être pour un podium avec la voiture, mais je ne pouvais pas gagner. Donc, il n'avait pas besoin de faire ça. Je l'ai fait pénaliser, puis il a perdu la course. Il n'était pas content. Son père, il est venu me voir. Il n'était pas content, Tony. Ouais, là, je pense que ça faisait la deuxième fois. Il m'avait fait le coup en Angleterre une fois. J'avais tapé solide à Brands Hatch. Mais c'est ça. C'était la deuxième fois. Fait que la deuxième fois, on s'est ramassé. Je le cherchais après la course. Puis, à un moment donné, je le vois passer. Il était sur un scooter assis en arrière. J'étais allé lever du scooter pendant qu'il passait. Je l'ai accoté sur une voiture. Puis c'était la voiture de Jacques Lelièvre, je me souviens. Puis là, j'étais prêt. Il était sur l'auto comme ça. Oh! Il y a du monde qui nous ont séparés. Je l'ai arraché. Oui, non, je peux comprendre. Quand j'avais vu le geste à l'époque, je m'étais dit, oh, celle-là est vraiment pas propre, la manœuvre. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Il gagnait de toute façon. Il y avait la voiture pour gagner. Mais parlant de voiture pour gagner, on a vécu une belle époque. L'époque des cigarettiers, bien entendu. Et à l'époque, on avait Rothman qui commanditait la Porsche. Il y avait Exporté aussi qui commanditait la Formule 2000. Et tu t'es retrouvé dans l'équipe Exporté. Comment ça s'était passé? Ça, c'était le rêve là, qui devenait réalité, là. Ouais, ben, écoute, rendu là, on a eu Exporté en 88. J'étais avec l'équipe de John Hayes, et puis c'était David Berman qui amenait les commanditaires, les montres cardinales. Puis Exporté voulait s'impliquer, puis il avait commencé sur la voiture. Puis en 89, ils ont commandité le championnat au complet, plus notre équipe. Mais moi, j'avais gagné le championnat, je voulais pas être là. Moi, je m'en allais à la Formule Atlantique. Et j'ai fait de la Formule Atlantique en 89, mais David voulait que je gagne. Il avait probablement promis quelque chose comme notre équipe va gagner le championnat. Fait qu'il voulait me garder. Fait que je l'ai fait, mais là, moi, je suis déjà champion. J'ai quoi à prouver? Je gagne, c'est normal. Je perds, regarde qu'est-ce qu'il vient de faire, il est pas bon. Fait que j'avais pas le choix. J'ai gagné une deuxième année, puis moi, pas plus fin, j'amène Christian Vandal dans l'équipe parce que c'est mon chum. Fait que là, j'ai vraiment de la compétition solide à côté de moi. On a gagné toutes les courses. J'en ai gagné 5, Christian en a gagné 4. Wow! Il nous aimait pas bien. Comment tu vois ça quand tu vois, par exemple, un gars comme Christian Vandal qui a énormément de talent, que lui, bon, il n'a pas eu nécessairement les opportunités qu'on a eues. Comment tu vois ça? Ben, Christian, il a fait un beau bout de chemin. Il est quand même allé avec la batte en Europe toute une saison. C'était pas le gros char. Là. Il n'y avait pas la meilleure opportunité, mais c'était quand même une opportunité. Puis c'est avec l'équipe de Jackie Stewart, si je me souviens bien, ou son fils. Fait que c'est une belle expérience. Après ça, quand il est revenu, il a fait quelques courses de Formule Atlantique. Je me souviens à Trois-Rivières. Je ne suis pas sûr s'il a fait Montréal. Et puis, après ça, ça a pas mal été tout pour Christian. Je sais pas, il était comme à la croisée des chemins, j'imagine. Puis, il fait de la brique maintenant. Depuis ce temps-là, il est excellent bricoleur. Son père a installé des piscines l'été et était bricoleur le reste de l'année. N'empêche que c'est un beau talent qu'on a eu. Et pour revenir à toi, Claude, l'Atlantique, c'est certain que les budgets, c'est quelque chose d'important. Et entre le karting, la Formule 2000, ça peut aller, mais l'Atlantique, c'était quand même cher. Oui, c'était cher. Puis
Donc, de façon qu'on faisait ça, on achetait le matériel et puis les commanditaires payaient les dépenses. Fait qu'il te reste au moins la voiture après. Là. C'est sûr que ça va toujours coûter de l'argent. Mais on a gagné, première course, on est arrivé pole position, on gagne la course record du tour, tout à la fin. Puis, regarde, on arrête la vie là, ça peut pas être mieux que ça. Et puis, on a fait la moitié de l'année, 7 courses sur 12, si je me souviens bien. Puis on a fini 3e au championnat. C'est plate parce que si j'avais fait toutes les courses, probablement que j'aurais gagné le championnat, mais bon, David Berman, il faut que c'est plus sur la Formule 2000. Moi, je poussais faire l'Atlantique parce que, en tout cas. C'était quoi la sensation quand, justement, tu as fait la transition de la Formule 2000 à l'Atlantique? La première fois que j'ai conduit une Formule Atlantique, c'est une Formule Atlantique, là, tu tombes dans une vraie voiture de course, châssis, c'était moitié aluminium et fibre de carbone, mais bon, c'était la vraie affaire. Moteur de course, en fait, le moteur, il est plus petit, en cylindrée, mais il est double de puissance parce que c'est un vrai moteur de course. Et ça vibre de partout, ça te shake les mains. Et c'est vraiment une petite Formule 1. Une Formule Atlantique, c'est une mini Formule 1. Beaucoup de pneus. C'est la même largeur que les IndyCar ou les Formule 1. On avait la même largeur de pneus avec 240 chevaux. De l'effet de sol en plus sous les pontons, plus les ailerons. C'était vraiment scotché à terre. Un coup que tu avais réchauffé les pneus, ils ne mettaient pas des pneus trop collants parce que là, ça aurait vraiment collé dans les virages. C'est que les pneus, un coup qui était réchauffé, t'allais quand même, ça collait bien. Là. Je me souviens qu'on allait chercher au-dessus de 3G là, dans les virages rapides. Ça commence à tirer le coup. Et ça, ben, ton expérience de pilotage, tu as pu le peaufiner à travers beaucoup de séries. On parlait de la Formule 2000, de l'Atlantique, mais tu as aussi couru en sedan, notamment en Porsche. Oui, 1 an. La première année de la série Rothmans Porsche, on faisait la Formule 2000 et la série Porsche. Puis quand je dis on était 3 voitures, 3 pilotes dans chaque série avec une poignée de gars qui s'occupaient de tout. Fait que les Porsche, on mettait du gaz, on mettait des pneus, puis on faisait rien d'autre sur les voitures. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Là. On n'aurait peut-être pas dû faire ça. Ça diluait notre effort en Formule 2000, qui était le vrai focus. Ça nous a tenu occupés. Mettons qu'on ne dormait pas beaucoup cet été-là, là, mais correct, on l'a fait. C'est le fun. Là. J'aurais dû garder la voiture, il va le cher aujourd'hui. Oui, je comprends donc. Et surtout que, bon, on se souviendra à la dernière course, tu avais voulu tenter une manœuvre de dépassement et malheureusement, tu avais percuté Richard Spenard. Comment ça s'était passé, cette histoire-là? C'est le premier tour et puis j'étais derrière Bill Adam et puis on arrivait juste avant le freinage du 8, j'étais derrière lui puis j'allais le surprendre avec un freinage tardif, me tasser à la dernière seconde. Avant que je fasse mon move, paf, les lumières rouges ont allumé. C'est le premier tour, ça freine souvent plus tôt. Je me suis fait prendre. Fait que là, je ne l'ai pas le frappé. Fait que je sors du trou. Et là, à gauche, à droite, ramène tout ça. Tout le monde ralentit à côté. Fait qu'il y a une auto qui passe, 2 autos. Paf! Ramasse la 3e. Et là, je ne sais pas c'est qui. Là, puis c'est à Spenard. C'est lui, il ne sait pas non plus c'est qui l'a frappé. Il part tête à queue, puis il continue. Fait que là, Richard, il avait gagné déjà le championnat de Formule 2000, le championnat de Players GM. Puis là, il pouvait gagner ce championnat-là de Rothmans Porsche. Il fallait qu'il finisse 3e ou mieux. Il a fini 4e dans le cul du 3e. Une demi-heure après, on est assis un à côté de l'autre, sur la pole position en Formule 2000, puis il est 2e. Gilles Pourcier, il va le voir, puis il dit « Hey, c'est qui qui t'a frappé tantôt? » Il dit « Non. » Il dit « C'est Bourbonnais. » Ah, je dis « OK, ça Merci, Gilles, merci. C'est ça. Ça a fini dans le Namro, dernier virage. On a eu une belle course, une course de 15 tours. Fait qu'au premier tour, Richard tombé premier. Et pendant 10 tours, on était scotchés. Là. Il y avait peut-être une demi-seconde entre nous deux. Ça bougeait pas. On était vraiment égal. Il ne pouvait pas le rattraper. Il ne pouvait pas s'en aller. Fait que là, c'était le trafic. Là, je voyais, à un moment donné, on arrive au 10e tour, puis il y a 2 retardataires devant nous, puis on arrive au S. J'attends juste qu'ils se décident de faire le move ou non. Ils décident d'attendre. Je mets 2 roues dans le gazon. Je passe lui, le premier retardataire.
fait le virage à droite, dépasse l'autre retardataire avant le virage à gauche. Hey, là, ciao, bye, c'est sûr que je gagne. Dans le dernier tour, il y a un drapeau jaune avec un retardataire devant moi. J'ai pas le choix, il faut que j'arrête. Richard, il me recolle dans le cul. Fait que là, il nous reste comme 2 virages avant le drapeau à damier. Mais je suis venu à bout de me repogner une seconde sur le départ. Tu sais, j'ai fait un Texas Restart. Je suis reparti. Fait que là, j'arrive au dernier virage. Je regarde dans le miroir si je dois défendre ou non l'intérieur. Je regarde, il est trop loin, il peut pas. Fait que je fais mon freinage, je downshift, je tourne, je saute sur le gaz. Yes, je viens de gagner la première course. Patlard! Il s'est servi de moi pour freiner finalement. Oh, bon. Il m'a vu. Ouais. Attends, on a quand même les propos de Richard qui nous raconte son histoire. J'étais peut-être un petit peu plus rapide que Claude, mais je n'avais pas l'opportunité de le dépasser. Mais effectivement, c'était une manœuvre risquée, mais je m'en foutais du risque à ce moment-là. Mais c'est ça, des fois, c'est comme ça, les courses. Ben raide. Ouais, mais bon, disons que lui, il nous disait que lui, le politicien, hein? Ouais, mais il n'est pas très rancunier qui m'a dit. Non, il n'est pas rancunier. Moi, je l'ai été pendant 10 ans. C'est Players qui nous a ramenés ensemble, finalement. On est chum à cette heure, là. Mais, non, ça volé ta première victoire de même. Tu sais, moi, c'est sûr que c'est comme il m'a fait un coup, puis je l'ai remis d'avance, là, mais sans le savoir. Tu sais, c'était vraiment, moi, c'était un rookie mistake, là, c'était innocent, mais lui, je suis pas sûr. Et là, il arrive toujours des moments extraordinaires dans une carrière. Et de joindre l'écurie Players, ça a été quand même un beau moment pour toi. Ouais. Comment ça s'est produit, tout ça? Ben écoute, après l'année 89, je me suis retrouvé avec pas grand-chose devant moi. Je me débrouillais comme je pouvais. Et puis, j'allais aux courses de Formule Atlantique, certaines courses, et puis je suis allé aux bonnes courses, Long Beach, Nazareth, puis au Québec. Puis tout le monde qui formait l'équipe Players se rencontrait à ce moment-là. Et puis, il y avait évidemment Craig Pollock, tous les gens de Players, Barry Green, Jerry Forsythe. Moi, j'étais là, je rencontrais ces gens-là sans savoir c'était qui. Et puis, je parlais avec Bob Bexon, qui était le vice-président marketing de Imperial Tobacco. Moi, je parlais avec un gars, je savais même pas qui était qui. Bon, on avait du fun, bon, on jasait, puis on s'entendait bien. Puis à un moment donné, le plan pour eux autres, c'était d'aller en IndyCar avec Jacques. Et puis, Jacques était pas prêt. Fait qu'il dit, bon, on va faire 1 an en Formule Atlantique avec l'équipe d'IndyCar pour le préparer circuit nord-américain et puis tout, là, tu sais. Et puis Bob a demandé à Barry Green, il dit, combien ça coûterait pour ajouter un pilote? Il a fait un prix, puis il a dit OK. C'est comme ça que j'ai eu ma ride sans le savoir. Puis à un moment donné, ils m'ont contacté, ils m'ont fait un contrat de 5 ans avant Noël. Fait que là, j'étais allé voir Richard Laporte. Hey Richard, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, signe ça tout de suite. Fait que j'ai signé, et c'était avec l'équipe Players. La première année, c'était la plus belle année. Après ça, ils ne savaient plus quoi faire avec moi parce que le plan était avec Villeneuve. Là, j'avais battu Villeneuve 2 tiers de l'année. Puis, c'est clair que... Parlons-en de cette rivalité-là, Claude, parce que c'est certain que c'est le vétéran, toi, qui faisait un peu foi de conseiller en piste, si on veut, vers Jacques. Et puis, ça fait en sorte que ça a donné... toute une saison, il y a eu énormément de brasses camarades. Ben moi, je savais que ma seule chance, c'était de gagner. Il fallait que je gagne le championnat et puis le plus de courses possible. Fait que je savais que j'étais équipé pour le faire. Et pardon. L'équipe protégeait Jacques un peu. On le savait. Là. C'était comme... les mécaniciens, j'entendais les histoires, là, c'est comme les gars d'amortisseurs, Barry Green, il avait dit là, quand il y a des meilleurs chocs, tu t'assures que ça va à genre. Lui, j'étais chum avec et il faisait le contraire. Merci, Tim. Fait que, on voyait ce qu'elle base. Il y avait une rivalité dans l'équipe. Barry Green n'a jamais été sur mon côté. Je me souviens de la première course à Phoenix, quand j'ai gagné.
Là, tout le monde est content, Jerry Forsythe, les gars de Claire's. Là, je m'en vois Barry, puis je le vois. Moi, j'ai le grand sourire, évidemment. Je viens de gagner la première course de l'année. Et puis, je le vois, il s'en vient, il me regarde, puis il me... Puis je vois qu'il est en train d'analyser un problème à gérer. Là. C'est ça que j'ai compris. OK, c'est comment ça va être ça cette année. OK, c'est 2 équipes en une équipe. Fait que là, moi, tout ce que j'avais, la seule affaire que je pouvais faire, c'était gagner. C'est la meilleure chose que je pouvais faire. Fait que je focusais là-dessus de toute façon. Là. Ça... On est arrivé à la dernière fin de semaine de course, et puis c'est sûr que pendant l'année, il y a eu beaucoup de victoires, puis il y a eu des abandons, des accidents, il y a eu toutes sortes de choses. Mais rendu à la dernière course, il m'a pas protégé. Puis mon moteur, curieusement, a explosé. C'est le seul moteur de l'année qui a explosé. Je roulais 2e. Honnêtement, je roulais 9/10 derrière Jacques. Je ne coursais pas. Je le suivais. Je voulais assurer le championnat rendu là. Et puis, le moteur a lâché. C'est la seule fois de l'année que c'est arrivé. J'ai trouvé ça curieux. Il avait changé le moteur de Jacques la veille. Je me disais, hey, puis le mien, non, le tien est correct, il n'y a pas assez de millage. Ben. Mais juste avant cette dernière course, il y avait l'épreuve de Trois-Rivières qui, bon, on le sait, Trois-Rivières, on est à la maison, il y a énormément de pression et cette course-là reste, en tout cas, dans mon livre à moi, là, la course la plus spectaculaire que j'ai vue de Formule Atlantique. Raconte-nous Trois-Rivières 1993. Ben, honnêtement, je ne sais pas séparer pour tous les pilotes québécois, là, mais quand on arrive à Trois-Rivières et même Montréal, il y a une switch qui allume, là, on vient fou raide. Fait que on est dans la course. Avant la course, premièrement, je vais aller du départ de la course. Le pole setter qui est dans la Cameron, qui est dans la Raven, il a cassé sur le tour de chauffe, fait qu'il n'y a personne. Fait que Jacques est à gauche, il tombe premier. Moi, je suis à droite, en 3e position, mais là, je suis 2e parce que le premier n'est plus là. Là, Jacques, il sait très bien que je vais shooter devant lui au départ, je le fais tout le temps. Lui, il part la course en regardant dans les miroirs plutôt qu'en avant. Là. Fait qu'il me voit venir, puis il me colle sur le mur. Fait que moi, ça m'a allumé bien raide. Là. Je dis, hey. Fait que j'ai pas freiné tant que je n'étais pas égal avec, mais vu que j'étais contre le mur, il y avait 0 adhérence. Quand j'ai freiné, c'était de la glace. Fait que je passe tout droit dans l'échappatoire. Jacques, il n'a pas tourné celui-là, puis David nous a suivis parce qu'il faut qu'il fasse une zone. On va où ce qu'on regarde, hein? Oui. Fait que c'est ça. Fait que tu mets ça au reculon, paf, la guerre à split, j'ai plus de reculon. Fait que je suis pogné pour attendre que les flaggers me reculent. Fait que je pars dernier. Fait que là, je remonte, là, il y a un jaune, puis je viens à bout de rattraper Jacques, puis là, je suis derrière lui, puis c'est plus rapide. Et puis, on est sorti du Ryan, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais je sais pas s'il a manqué un shift ou il a levé le pied, quelque chose. J'étais pour le frapper. J'étais vraiment proche de lui, puis ça a reculé. Fait que je me suis tassé. J'avais 0 prévu de le dépasser là. Là, je me suis ramassé à côté. J'ai dit, OK, là, j'ai plus bien le choix. Il faut que je sois complètement égal avec lui. Sinon, c'est pas cool, tu sais. Fait que j'ai fait ça. Je me suis mis égal avec lui. Je le forçais complètement à manquer le virage. Il n'y avait pas le choix, j'étais là. Mais il a tourné comme si j'étais pas là. Il m'a dit qu'il m'a jamais vu. Il dit, je t'ai jamais vu. Ben, OK, il m'a pas vu. J'avais pas prévu de te dépasser là non plus. Fait que, incident de course malheureux avec un Villeneuve dans le virage Villeneuve à Trois-Rivières avec tout à la malle. Ça n'a pas prévu de même, mais bon. Non, et on voyait justement une partie des spectateurs qui étaient assez durs avec toi et puis en plus de ça, certains journalistes qui n'ont pas été avec le dos de j'ai fait le front page Journal de Montréal le lendemain. C'est marqué Bourbonnais a tout massacré. On sait c'est qui l'a fait, hein? Oui. Oui. Fait que c'est ça. Ils m'ont roulé dans les goudrons et les plumes. Fait que, mettons que je n'ai pas traîné là longtemps après la course. Je me suis en allé. Il n'y avait rien de bon à voir là. Est-ce que tu penses que cette course-là a eu un effet sur la suite des événements? Malgré tout, on t'a offert des expériences en IndyCar par la suite. Ouais. Non, je crois pas, non. C'est pas, je pense que les dés étaient déjà joués avant ça.
Bon, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui a aidé, mais ça n'a pas été une affaire de decision making. Non, je crois pas. Le plan était fait avec Jacques pour aller en IndyCar. Et puis là, à un moment donné, il y en avait qui disaient hey, oui, mais Bourbonnais, il gagne. Bourbonnais est plus vite, Bourbonnais. T'sais. Fait que c'est sûr que ça a fait une séparation peut-être chez Players. Jerry Forsythe était sur mon bord. Barry Green était avec Jacques. Et d'ailleurs, l'équipe s'est séparée l'année d'après. Ils ont créé 2 nouvelles équipes. Il y avait Barry Green avec Players. Et puis... il est allé avec... il y a eu Players en premier. Ils ont resté ensemble pendant un bout. Après ça, ils sont séparés. Et puis, Cool Cigarettes, qui était Bob Bexon aussi, qui a été bougé chez British American Tobacco aux États-Unis. Il est allé voir Barry, puis il a aidé Barry. Donc, tout le monde a eu de quoi sauf moi. Moi, c'était le prochain après Jacques, puis finalement, ils ne savaient plus quoi faire avec moi. Ils m'ont offert une saison d'Indy Live. J'étais allé à reculons, puis là, j'étais teamé avec Greg Moore en plus. Lui, c'était sa 3e saison. Il connaissait, avec son ingénieur, il ne partageait rien. Là. C'est complètement 2 équipes séparées. Il savait bien que je pouvais gagner, fait qu'il ne voulait rien me donner. Et puis, je me suis cassé le cou cette année-là. 4 mois, regarder Greg gagner toutes les courses. Toi qui prends ma place, je m'arrête d'IndyCar qui me glissait entre les doigts. J'avais un sentiment de malaise. C'est sûr que j'étais content d'avoir cette opportunité-là. En même temps, c'est à cause de ta blessure, finalement, que je me suis retrouvé en Indy Light. Comment tu voyais ça de l'extérieur avec justement ce qui s'était passé à Toronto? Parce que Toronto, tu étais supposé de revenir. Et moi, je me souviens, on m'a appelé le jeudi soir pour me dire, Bertrand, t'embarques dans la voiture. Comment tu vivais ça? Ben écoute, le médecin qui m'avait opéré, Dr. Terry Trammell, après 2 mois et demi, il m'a donné le feu vert. Et puis, Players, ils ont bypassé ça avec un médecin que je connais même pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, qui a vu des rayons X, puis qui a dit « Ah non, il n'est pas prêt ». Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je suis arrivé à Toronto en pilote, puis je me suis retrouvé en non-pilote. Je trouvais ça pas mal ordinaire. Et surtout que Toronto, tu avais connu beaucoup de succès, notamment en Formule Atlantique, et puis il était arrivé un incident là aussi qui aurait pu compromettre ta victoire. Ouais, mettons qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait une étincelle parce que j'étais imbibé d'essence. Ça remontait le dernier week-end d'avant ça, on était à Halifax, puis il y a eu beaucoup de casses sur les voitures. Et la nouvelle voiture qu'on avait, il avait oublié Rawls n'avait pas mis un joint d'étanchéité sur le dessus du réservoir d'essence. Mais on le remplit juste pour la course. Là, tu t'assois dessus, puis ça a débordé. On ne sait pas encore, il y a de l'essence dans le fond du plancher, mais tant que j'ai pas freiné autour de choses, que j'ai reçu une vague d'essence, là, tu sens l'essence. Donc là, j'ai pincé le piton en radio, j'ai dit, hey, les gars, je suis assis dans de l'essence. Il a dit, t'es sûr que c'est de l'essence? Oui. Puis là, Barry Green est venu sur la radio, puis il dit, écoute, t'as 2 choix. Et tu rentres au pit, on nettoie tout ça, tu repars dernier, ben tu restes là. J'ai même pas répondu, je me suis placé, j'étais premier. Je dis, j'avais besoin des points, j'avais même pas pris part à la course d'avant. Et on n'avait plus d'auto. Fait que j'avais regardé la course d'Halifax, fait que j'avais besoin des points. Fait que après 4-5 tours, ça a passé à travers de la peau, puis là, ça brûle. Toutes les fois que c'est quand tu freines, tu bouges la jambe, c'est là que ça rentrait tout. Fait que je faisais un virage, freinage-virage, puis là, je hurlais dans mon casque jusqu'au prochain. On recommençait à tout le virage. Fallait pas qu'il y ait de jaune. Parce que je sais pas si j'avais pu recommencer à me focusser. Heureusement, il n'a pas eu. Gagner la course, en haut, direct à l'hôpital. Il n'y a pas eu de podium cette journée-là. On se souvient, tu es sur la civière, t'envoies la main. Ouais. Puis c'est les dernières images qu'on a. Ça chauffait, mais ça a bien été quand même. C'était des brûlures au 2e degré. C'est tout revenu. C'est correct. Quand même, 2e degré. Ça a été long. Faut que tu prennes des bains avec du Ivory, tu sais, du savon à linge. Oui.
C'est ça. Puis il y avait 3 semaines jusqu'à la prochaine course. C'était juste assez, c'était parfait. Tes plus beaux moments, Claude, si tu avais à les décrire, est-ce qu'on parlerait, par exemple, de ta participation aux 500 000 d'Indianapolis ou beaucoup d'autres événements? Écoute, c'est le fun à dire, là, mais l'auto était vraiment pas bonne. Là. C'était du survival. Là. Tout ce que je faisais, c'est essayer de pas crasher. L'auto était tellement mauvaise. Là, c'était la pire auto d'ovale que j'ai conduite. Puis sur ovale, l'auto, c'est tout. C'est 90% l'auto. Tu peux pas conduire une mauvaise auto sur ovale. Ça marche. C'est impossible. Donc, ça paraît bien sur papier, là, mais j'ai pas vraiment eu de plaisir là-bas. Là. Plus beau moment, c'est sûr qu'il y en a eu plusieurs. Je dirais que les 2 années Formule 125, c'était l'âge de l'innocence, c'était le bonheur complet. La Formule 2000, ça a été super aussi, beaucoup de beaux moments. La Formule Atlantique, la première année avec Players. Après ça, les choses sont compliquées. Là, ils ne savaient plus quoi faire avec moi. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'avenues. Dans ce Players, c'était la meilleure avenue, fait qu'on focusait beaucoup là-dessus, en tout cas moi. C'est comme, j'étais là, j'étais dedans. Fait que faut que tu focuses là-dessus, mais tu veux. La ride est là. Ça va venir à un moment donné. Il faut juste que tu t'assures de. Puis finalement, c'est pas arrivé. Fait que ça a été dur. Je dirais après 95, ça c'est compliqué. Parce qu'on te voyait vraiment comme pilote de Formule 1 et puis tu as eu quand même quelques contacts avec les gens de la F1. Oui, j'ai rencontré Ken Tyrrell, je parlais avec Herbie Blash de Brabham. Il y avait March qui était très intéressé, puis il avait une bonne voiture. C'était la March Layton House, c'était Adrian Newey, je pense qu'elle l'avait dessinée. Elle a été compétitive 3 ans de temps. Pas sûr que j'aurais fité dedans. Je me suis chose des 14. Elle était réputée pour être très, très mince, mais bon, je ne l'ai pas essayé, fait que je ne le sais pas. Il voulait 1 million pour une demi-saison. C'était Jean-Paul Belmondo, le fils de Paul Belmondo, qui était dans la voiture pour une demi-saison, puis il voulait un autre pilote pour 1 million. C'est rien, là, quand tu dis, mais il faut que tu sois prêt, il faut que tu l'aies déjà avec toi, il faut que tu sois déjà organisé d'avance. Et puis, moi, c'était meilleur pour gagner des courses que de trouver de l'argent. Et Ken Tyrrell, qu'est-ce qu'il t'avait dit? C'était quoi les propos que tu avais eus avec lui? J'étais avec Guy Gillin, puis on s'est rencontrés à un hôtel à Montréal. J'avais vu à la piste avant, il dit « Appelle-moi quand tu viendras à l'hôtel ». Il est descendu, puis on s'est rencontrés. Puis là, on jasait, puis à un moment donné, il se recule dans sa chaise, puis il dit « So, you think you're ready for Formula One? » Fait que le Guy est à côté, puis il est dans sa tête, il me regarde, puis il dit oui, tu sais. Fait que là, je prends 2 secondes, puis je le regarde, puis je lui dis non. Là, il fait ça de même. J'ai dit, I think I need to learn more about downforce and horsepower. Fait que là, il a dit, call me when you come to England. Fait que je ne l'ai pas appelé quand je suis allé parce que je voulais arriver là en gagnant. Puis je suis en Formule 3000 britannique, et puis fait 4 courses, 1 podium, puis moi, je suis orgueilleux. Je voulais arriver là en gagnant, l'appeler après avoir gagné une course. Hein. Est-ce que tu regrettes un peu il y en a plein d'affaires. Il y en a plein d'affaires comme ça. Un autre, on en avait un autre. On avait un autre, Roger Penske m'a appelé. Ouais. Veux-tu savoir pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Appelle-les. Ouais, il s'en souvient. Je ne l'ai jamais su. Il n'a pas laissé de numéro. J'ai essayé de le rejoindre. Je n'ai jamais été capable. J'ai appelé l'équipe. Tim Wardrop ne voulait pas m'aider. Il ne voulait pas m'aider. J'ai jamais su pourquoi Roger Penske m'a appelé. OK. Ouais. Message à la maison. Roger Penske, call me back. Pas de numéro. N'empêche que tu réalises que on a vécu de belles années avec Players. Et aujourd'hui, comment tu vois les jeunes pilotes d'aujourd'hui? Ben, écoute, je pense que c'est plus le même engouement qu'il y avait. Nous, on était l'après-Gilles. Puis tout le monde voulait quelqu'un, tout le monde voulait un Canadien, un Québécois en Formule 1. Fait que ça poussait. Ça poussait, le monde était prêt à aider, puis les cigarettiers pouvaient aider.
Et même les compagnies de bière étaient impliquées avec John Jones, Labatt. Donc, il y avait du désir dans ce temps-là. C'est une autre époque maintenant, donc je pense que, bon, on le voit, hein, avec Stroll, Latifi, ça prend de l'argent derrière toi. C'est pas impossible si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais ça va être dur. Il faut vraiment que tu sois bon ailleurs puis que tu aies un bon timing, comme Gilles a eu. Gilles, James Hunt l'a bien aidé. Hein, il l'a connecté avec McLaren, qui l'a fait connaître au monde de la Formule 1. Ça prend des choses comme ça. Puis aujourd'hui, je regarde une course de Formule 1, je trouve ça plate. Je trouve que c'est aseptisé. C'est pas la même chose. C'est sûr que tous les vieux disent ça quand ils regardent en arrière, tout est tout le temps meilleur. Là. Mais c'est vrai que c'était meilleur. C'était plus fun à regarder. C'était plus fun. Mais aujourd'hui, c'est comme pas mal trop prévisible. Si on avait eu les médias sociaux d'aujourd'hui, ça aurait été vraiment génial parce qu'il y en avait quand même du facteur humain à l'époque. Ouais, on courait pour acheter les magazines. C'est quoi le magazine français? Là, Il y avait Grand Prix International? Oui, c'est ça, Grand Prix International. Ouais. Celle-là, là, fallait le trouver, mais il y avait des belles photos, des beaux articles, c'était le fun. Et là, bon, Claude, t'as mis ton expérience au service de la population de brillante façon parce que, on le sait, la conduite hivernale, c'est pas obligatoire pour les jeunes qui veulent commencer à conduire. Et toi, tu as trouvé un moyen de pouvoir les aider. Oui, ben j'ai parti une école de contrôle auto hivernal. Finalement, il en aurait besoin pour toutes les conditions, mais en hiver, ça glisse. Donc, les gens, c'est là plus souvent qu'autrement, qu'il y a des problèmes. Donc, durant l'hiver, je donne ce cours-là. C'est après avoir réalisé que les gens n'avaient pas de formation de contrôle auto. La SAC fait pas ça. Donc, avant, les gens allaient dans des stationnements, puis ils se pratiquaient, ils amenaient leurs enfants là. Maintenant, plus ils doivent faire ça. Puis de toute façon, les stationnements sont occupés 7 jours sur 7 maintenant. Donc, où est-ce qu'ils vont se pratiquer? C'est ça. Fait que j'ai ouvert l'école pour ça, pour donner une chance aux gens. Puis la SAC m'envoie du monde, des fois, des gens qui ont eu des accidents, puis qui s'assoient au volant, là, puis ça me shake, là, ils ont peur. Fait que faut que je les dépeurise, et ça marche. Après, quand je fais les positions de conduite, je vois les larmes qui coulent des fois. Après une demi-heure, ils glissent la voiture, puis ils ont du fun. Je vois le focus à la bonne place, puis là, ils ont du fun. Fait que ça aide beaucoup. Donc, s'il y avait un élément que tu trouves qui est le plus déficient dans la conduite des jeunes et des moins jeunes aussi, ça serait quoi? Ça, c'est le contrôle automobile, je mettrais ça en numéro 1. Là. Tu sais, les gens, tout le monde dit « Ah, moi, je conduis depuis 30 ans. » Ben, tu conduis, tu guides une auto en ligne droite, très en deçà des limites, de A à B, pendant qu'il ne se passe rien, puis tout va bien tant qu'il ne se passe rien. S'il arrive de quoi, premièrement, es-tu assez proche du volant pour faire des manœuvres? Puis les manœuvres à faire, es-tu prête à les faire? Tu sais comment ton auto va réagir? Et puis maintenant, en plus, il y a des systèmes de stabilité qui aident beaucoup, mais les gens ne savent même pas qu'ils ont ça. Fait que moi, je leur fais découvrir. Quand on fait le contrôle de dérapage, j'enlève tout ça. Il y a certaines voitures, c'est compliqué ou même impossible, mais la plupart, on est capable. Et puis là, ils apprennent à l'ancien. Là, on retourne en 1974. Il n'y a plus rien. C'est vous le contrôle. Puis à la fin de la journée, on remet les contrôles. Et puis là, ils disent, moi, c'est bien plate avec ça. Je ne peux plus rien faire. Parfait. La job est faite. C'est ça. Fait que, on leur apprend old school, puis après ça, on les remet avec les systèmes qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait, qu'ils ne savent même pas que ça existe. Là. Fait que les savent, c'est quoi. Là, je leur explique comment ça marche, puis ils comprennent. C'est le coup du gros bon sens. Je pense que c'est un minimum que la SAC devrait faire. Mais Claude, un grand merci pour ta carrière, ton style de pilotage et puis justement ce que tu fais pour la société. Donc, merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir, Bertrand. À la prochaine. Quel pilote, quel talent! Et on sent très bien que Claude Bourbonnais, l'ADN de Gilles Villeneuve, lui coule dans les veines. Et aujourd'hui, c'est vraiment génial de voir à quel point il met son talent au service de la population. C'est déjà tout pour Plein mon casque.
Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de balado disponibles. Naturellement, vous pouvez aller aussi sur plainmoncasque.com. Mon nom est Bertrand Godin. Merci d'avoir été là.